avant que le ciel s'éteigne. Écrit par Stephen Creeks, consultable gratuitement sur stephencreeks.com. Chapitre 3. Plusieurs soldats nous avaient rejoints autour de la carlingue échouée. On aurait dit que toute la base s'était déplacée ici. Maurice avait dû appeler la cavalerie. Tous avaient remarqué la même chose. Plus de barrières invisibles, plus de vibrations sous les bottes, plus de crépitements sinistres des gégères. La radioactivité avait disparu. Disparu comme si elle n'avait jamais existé. Un jeune soldat, le visage encore noirci de suie, secoua la tête. Comment ça peut exister, un truc pareil ? Un autre, plus nerveux. Vous croyez que c'est les Russes ? Ils nous narguent en maquillant leurs avions. Personne ne répondit. Mais tout le monde gardait son arme levée. On ignorait totalement ce qui se trouvait à l'intérieur de ce machin. Et franchement, aucun de nous n'avait envie d'être le premier à s'en approcher. Je me tournai vers Maurice. Il examinait la coque, caressant le métal du bout des doigts comme un mécano qui découvre un modèle inconnu. Il avançait lentement, les yeux plissés, comme s'il essayait de déchiffrer une langue étrangère. « Mon colonel, vous pensez que ça vient de chez nous ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il posa une dernière fois sa paume sur la carlingue, comme pour vérifier que l'engin n'allait pas disparaître sous ses doigts, puis il se tourna vers moi. « Je sais pas d'où ça sort, Grant. Mais une chose est sûre, ça vient pas de l'US Air Force. Ça, je te le garantis. » Il tapota la coque du bout des doigts. « J'ai jamais vu une technologie pareille. Pas chez nous, ni chez personne. » Un murmure inquiet traversa les rangs. Un soldat recula d'un pas, un autre resserra sa prise sur son fusil. On entendait seulement la respiration des blessés et le crissement hésitant des bottes dans la cendre. Le silence autour de l'appareil était lourd. Un silence que je n'avais jamais ressenti sur aucun champ de bataille. Maurice se pencha davantage vers une section de la coque. « Regardez-moi ça. Pas de rivet, pas de soudure, pas la moindre foutue jointure. » Il leva son faisceau de lampe. La surface noire ne réfléchissait rien. Elle avalait la lumière comme un puits d'encre. « On ne sait pas faire ça, Grant. Et je vois mal les Russes produire quelque chose d'aussi propre. » Je le regardais, perdu. « Si c'est pas nous, si c'est pas les Russes, alors ça vient d'où ?» C'est pas la bonne question, Grant. Regarde ça. Il éclaira une petite plaque gravée sous la carlingue. Une inscription encore lisible. Il fallait presque coller le nez dessus pour distinguer la suite de chiffres. On dirait... Oui, sergent. C'est bien un code USAF. Regarde. AF 063-9127. Je fronçai les sourcils. 063 ? Exactement. Il frotta la plaque du pouce. Sauf qu'on n'a jamais utilisé 3 chiffres pour l'année. Jamais. Il releva la tête vers moi. Tu me demandais d'où vient cet appareil ? Je reste muet. Il poursuivit. Dans nos numéros de série, les 2 premiers chiffres indiquent l'année de mise en service. Alors si je lis ça littéralement... Il tapa du doigt sur la plaque. Cet engin aurait été livré à l'US Air Force en 2063. J'ai dû laisser paraître un peu trop clairement ce que je pensais, parce que Maurice répliqua presque aussitôt, agacé. Me regarde pas comme si je racontais des conneries. Nous, on est là pour agir, vite. Les scientifiques, eux, auront tout le temps de réfléchir après. Il désigna l'appareil d'un geste sec. Ce truc est tombé du ciel. Il porte notre drapeau. Il n'a aucune signature connue. Et il arbore un numéro de série correspondant à un appareil américain, qui n'existe pas encore. Puis il planta son regard dans le mien. Alors, la vraie question n'est pas d'où il vient. Il toucha la plaque du bout du doigt, presque comme un verdict. C'est de quand il vient. Même si les évidences étaient devant mes yeux, je n'arrivais pas à y croire. Sergent Grant. Je me retournai. C'était Mitchell, un abonné à l'infirmerie. Il semblait poursuivi par une malchance presque surnaturelle. Le chien de la base l'avait mordu à la cuisse, il avait reçu une antenne radio sur la tête, il s'était même fait renverser par une Jeep qui reculait. Une légende. L'avoir ici, en opération, me foutait presque plus la trouille que l'engin lui-même. « Qu'est-ce qu'il y a, Mitchell ?
J'ai remarqué un truc. Si ça se trouve, c'est pas important. Tu peux développer? Là, vous voyez cette ligne le long du train d'atterrissage? Enfin, ce qui ressemble à un train d'atterrissage. Cette coque absorbait la lumière comme du sable noir. Mais en suivant la direction indiquée par Mitchell, j'aperçus ce qu'il voulait me montrer. On dirait une fissure, non? Ouais, Mitchell, on dirait une fissure. Bien vu, mon gars. Il hocha la tête, nerveux. Vous croyez que le colonel l'a vu? Je regardais vers Maurice, à 2 mètres, en train de discuter avec un soldat revenu du site A. Pourquoi tu lui demandes pas? Mitchell blêmit, recula d'un demi-pas. Ça, je peux pas, sergent. Parlez au colonel Maurice. Vous n'y pensez pas. Moi, je suis que dalle. Je haussai les épaules. Mitchell n'était pas le seul à flipper à l'idée d'aller parler à Iceman Maurice. Je fis un signe au colonel. Mon colonel, je crois que Mitchell a trouvé quelque chose qui pourrait nous aider à rentrer dans l'engin. Je m'accroupis et pointai du doigt la ligne à peine visible. Sous notre faisceau, la fissure apparut clairement. Maurice s'accroupit à son tour. Ouais, je la vois. On dirait une trappe. Pas une ouverture classique, une jonction. Tellement propre qu'on pourrait passer devant 10 fois sans la remarquer. Il se redressa brusquement. Grant, allez me chercher un explosif d'ouverture légère. Et un Halligan. Je restai figé une seconde. Un Halligan, mon colonel? Ici? J'ai fait acheminer tout le matériel de dégagement dès qu'on a reçu l'alerte. C'est dans l'un des camions d'intervention. Voyez avec le sergent Smith, il sait exactement ce qui a été sorti. Le ton n'appelait aucune discussion. Je pivotai aussitôt et partis au pas de course vers la Jeep où Smith et Daniels finissaient de trier les blessés. « Smith, le colonel veut un Halligan et un jeu de levier. Et s'il y a un spreader manuel, je prends aussi. » Smith leva les yeux au ciel. « Sérieux? Tu veux pas plutôt un putain d'ouvre-boîte? » Si, et il me faut le bon modèle pour cette putain de boîte de conserve. Je désignai vaguement la masse triangulaire derrière nous. Smith souffla entre ses dents, puis ouvrit la grande caisse métallique posée à l'arrière du camion. Il en sortit un tas d'outils. Je reconnus un pied de biche, un levier d'extraction et un écarteur à vis qui ressemblait à un crabe mécanique, prêt à vous broyer la main. Smith me balança tout ça dans les bras comme s'il voulait s'en débarrasser au plus vite. « Fais gaffe à pas te blesser, Grant. J'ai vu Mitchell dans les parages. La poisse, c'est une maladie contagieuse. » Tu sais d'où je reviens, Smith? Je crois que je suis immunisé contre la poisse, mec. J'étais déjà en train de m'éloigner quand sa voix me rattrapa. « Hé, Grant !» Je me retournai. Quoi? Il hésita. On a appris pour Peterson. Il leva la tête. C'était un bon gars. Il inspira, comme si dire ça lui coûtait physiquement. C'est vraiment chiant. Smith était une tête de nœud, incapable d'avouer ses sentiments, toujours dans la dérision, comme si rien ne valait vraiment la peine. Et venant de lui, ces mots-là m'ont frappé en plein cœur. Je hochai simplement la tête. Ouais, il ne fallait pas que je pense à Peterson. Pas maintenant. Le moment viendrait plus tard. Je revins vers Maurice avec le matériel, Mitchell trottinant derrière moi comme un chiot stressé. Maurice attrapa le Halligan, le fit tourner dans sa main. On aurait dit qu'il jaugeait un adversaire invisible, le poids, le levier, le point d'impact. On va voir si cette saloperie obéit à la physique. Il glissa prudemment l'extrémité plate du Halligan dans la ligne à peine visible. Le métal, ou ce que c'était, ne réagit pas. Pas de vibration, pas de son, rien. Puis un clic, un bruit sec, presque organique. Un frisson glacé me remonta la colonne. Maurice se figea. « Vous avez entendu ça, Grant ?» Oui, mon colonel. J'ai même pas forcé. On dirait qu'il manque pas grand-chose pour que la trappe s'ouvre. Il pose sa main sur la surface sombre, hésitant. On continue, doucement. Il poussa d'1 centimètre, à peine, juste assez pour tester la résistance. Et soudain,
Maurice bondit en arrière, comme arraché par un réflexe animal. La trappe s'ouvrit d'un coup, pas comme une porte, pas comme un panneau, non. Elle se déploya. Une plaque sombre glissa vers le bas dans un mouvement fluide, presque vivant, comme une gigantesque langue métallique qui venait se dérouler jusqu'au sol. Un souffle s'échappa. Un crachat de fumée froide, dense, qui se répandit autour de nous en grondant faiblement. Un son sourd, profond, comme une respiration inversée. Je reculai instinctivement. La rampe, car c'en était une, continua de s'abaisser jusqu'à toucher la terre dans un chuintement qui me donna la chair de poule. Un son à mi-chemin entre le métal et quelque chose de vivant. Quand le silence retomba, une ouverture béante nous faisait face, un gouffre, un ventre noir. Maurice se releva et se tourna vers le petit groupe qui s'était formé autour de lui. Bon, Grant, Hawkins, Benson, je veux la faire courte. On va entrer dans l'appareil. Je peux pas garantir qu'on s'en sorte. Le machin est peut-être piégé comme tout à l'heure. Je veux que ça soit clair pour tout le monde. Il marqua une pause, ses yeux d'acier allant de l'un à l'autre. Et c'est précisément pour ça que je suis avec vous. Pas question de vous envoyer là-dedans sans y mettre un pied le premier. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas le genre à rester planqué derrière un putain de bureau. Un silence de mort s'abattit. Je regardais les gars autour de moi, des silhouettes figées dans la lumière crue. Et pour la première fois, je ne me reconnus pas en eux. Avant, j'aurais foncé sans réfléchir, sans me poser la moindre putain de question. J'avais rien à perdre. Rien derrière moi, rien devant moi. Juste une vie en pointillé, des souvenirs flous. Mais maintenant il y avait Clara. Elle s'imposa dans ma tête sans prévenir. Je revis ses yeux, son souffle, sa main glissée dans la mienne, et ses lèvres contre les miennes, ce baiser furtif presque volé, assez fort pour me plouer sur place, assez fort pour que je m'en souvienne au milieu de l'enfer. Bonne chance, soldat. Sa voix résonna si clairement que j'en eus le souffle coupé. Ses mots, son baiser, tout ce que j'aurais pu vivre avec elle, tout ça me heurta de plein fouet. Je baissai les yeux. Non, je ne me reconnaissais plus dans ces visages prêts à crever pour la mission. Plus maintenant. Si je devais crever ce soir, je voulais que ce soit pour une bonne raison. Et crever dans une boîte de conserve inconnue, c'était pas une bonne raison. Messieurs, suivez-moi. Maurice franchit le seuil en premier, comme il l'avait promis. Hawkins le suivit immédiatement, crispé sur son arme. Benson passa juste après, et je lui emboîtai le pas, le cœur battant dans mes oreilles. Dès que nous fûmes à l'intérieur, la lumière des projecteurs disparut d'un coup, avalée par l'obscurité. Sans nos lampes, on n'aurait absolument rien vu. Rien. Le faisceau de Maurice s'alluma, un cône pâle perdu dans un vide trop vaste. La première chose qui me frappa, ce fut le silence. Pas un bourdonnement, pas un cliquetis, pas même l'écho de nos pas. Juste un silence épais, étouffant. Puis l'odeur, pas celle du métal ni du carburant, un parfum froid, presque stérile, avec quelque chose d'indéfinissable, comme l'air qui s'échappe d'un coffre resté fermé trop longtemps. Hawkins murmura, à peine audible. « Bordel, c'est quoi ça ? On dirait pas un poste de pilotage, c'est beaucoup trop grand. » Le faisceau de Benson balaya le sol. Il découvrit une surface lisse, sombre, sans plaques, sans vis, sans le moindre relief identifiable. Juste une matière inconnue qui semblait absorber la lumière au lieu de la renvoyer. « Grant, garde les yeux ouverts. Ici, tout peut être un piège. Et rappelle-toi la Corée. Suis bien nos pas. » J'étais le plus jeune de l'équipe, le moins expérimenté aussi, et Maurice le savait. Ce n'était pas de l'altruisme,
C'était du commandement pur, garder son soldat en vie pour qu'il reste utile. Je regardais autour de moi. On venait de déboucher dans une pièce étonnamment vaste, bien trop grande pour être l'intérieur d'un simple avion. Les parois étaient couvertes de panneaux étranges, incrustés de rectangles noirs parfaitement lisses. Il devait y en avoir une dizaine, alignés comme des vitres, mais des vitres sans transparence, opaques. Quand nos lampes torches les illuminaient, la lumière ne rebondissait pas comme sur du verre ordinaire. Elle se brisait en minuscules reflets irisés, comme si la surface décomposait les faisceaux. Je n'avais jamais vu ça. On aurait dit un matériau entre le métal et le verre, sans vraiment être ni l'un ni l'autre. Au centre de la pièce se trouvait une sorte de table, ou une console peut-être. Un bloc ovale, d'un seul tenant, sans aucun bouton, sans levier, sans poignée, rien. Juste une surface sombre, parfaitement lisse, qui évoquait vaguement du verre, mais un verre froid comme de l'acier. Je posai la main à quelques centimètres, sans toucher. La surface reflétait nos silhouettes de manière déformée, comme si elle attendait qu'on y pose quelque chose, ou qu'on y pose la main. Mon colonel, je vois aucune commande, ni cadran, ni interrupteur, rien. Maurice avança d'un pas, le faisceau de sa torche glissant sur la console. Peut-être que ça se commande autrement. J'en sais rien. On aurait dit une salle de contrôle. Une salle de contrôle sans le moindre instrument. Et c'était peut-être ce qu'il y avait de plus déstabilisant. Je m'éloignais de la console centrale, attiré par une ouverture sur la gauche, un sas ovale, encastré dans la paroi comme une bouche béante. Ma lampe torche balaya l'intérieur. À première vue, ça évoquait un compartiment technique, sans outils, sans rien de ce qui aurait dû s'y trouver. Des panneaux arrachés, des câbles pendants, une odeur âcre de plastique chauffé. Et au milieu du passage, plusieurs sortes de meubles. Des blocs rectangulaires renversés, éventrés, couverts de fils aussi fins que des toiles d'araignée. J'essayais d'enjamber un câble plus épais, et là, quelque chose attrapa ma cheville. Une main gantée qui se referma sur moi comme un piège. Je criais, plus de surprise que de douleur, un réflexe pur. Je tombais en arrière, le cœur dans la gorge, tirant contre cette poigne qui refusait de lâcher. Benson et Hawkins se précipitèrent, armes levées. Maurice surgit dans mon dos, son faisceau braqué vers ma botte. Toutes les lampes convergèrent vers la source. C'était bien une main, humaine. Elle appartenait à un homme couché sous un des modules renversés, une sorte d'armoire métallique qui écrasait ses jambes. Sa combinaison évoquait vaguement un équipement NBC, mais en plus lisse, argenté, renforcé de plaques sombres et souples. Un casque ovoïde, opaque, renvoyait un éclat blafard sous nos lampes. Et sa tenue, bon sang. On aurait dit un scaphandre sorti d'un pulp de mon enfance. Sa main finit par se desserrer. Elle retomba, tremblante. Maurice s'agenouilla près de lui. Attention, il est équipé comme un scaphandrier. Peut-être qu'il respire pas notre air. Allez-y mollo. Benson et Hawkins se placèrent de part et d'autre, fusil calé contre l'épaule. Je m'approchai, encore tremblant, et glissai mes doigts sous le rebord du casque. Il me fallut 2 secondes pour trouver le mécanisme. Un clic. Un souffle d'air comprimé. Le casque se détacha. En dessous, un visage apparut. Un homme d'une trentaine d'années, blond, la peau livide, le front couvert d'une sueur glacée. Chaque respiration semblait un combat. Son regard accrocha le mien. Des yeux clairs, terrifiés, humains. Il tenta de lever sa main, mais elle retomba aussitôt. Puis il parla, dans un anglais parfait, d'une voix étranglée. « Aidez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi. » Il respira douloureusement. Je m'appelle Carter.
Commandant Daniel Carter de la NASA.